guérison intérieure ou comment nourrir notre rapport à la vie pour développer toute la magie de l'instant. Les sujets de la mort et de la maladie peuvent paraître lourds et plombants, alors qu'ils véhiculent la vie dans toute sa profondeur. J'ai vraiment à cœur d'ouvrir au maximum sur la vie. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Je vous accompagne à défaire les nœuds, apaiser les stress, les tensions, à tisser votre vie de joie, de confiance et d'amour pour libérer vos émotions et aller vers plus de sérénité au quotidien. Pour les approfondissements, je vous renvoie à ma chaîne YouTube où je vous propose des visualisations pour vous recentrer, des exercices pour exprimer vos émotions par la création et des massages pour ancrer l'amour et la confiance dans votre corps. Pour aujourd'hui, c'est un épisode tout spécial qui répond aux objectifs du podcaston, qui se donne pour mission de rassembler plein de podcasteurs et de les mettre en lien avec des associations afin de faire connaître et de faire circuler les informations. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie de l'association Humo Sapiens qui va venir nous parler de cycles, de boucles, de vie, de mort aussi, de régénération. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je laisse la place à l'interview. Bonjour Lucie, ravie de t'accueillir aujourd'hui sur cet épisode spécial du podcast Guérison intérieure. Merci. Pour le podcaston, tout de suite j'ai pensé à vous parce que le sujet m'intéresse beaucoup. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler de l'association Humo Sapiens. Exactement. Qui va venir nous parler de réinsérer la vie dans la boucle de la mort, on va dire. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors, on voit ça vraiment comme l'idée de réinsérer aussi l'humain dans le cycle du vivant, dans le sens où aujourd'hui on a des pratiques funéraires qui ont... Alors, j'aborde directement le sujet, mais on a des pratiques funéraires qui sont pas propices en fait à réintégrer l'humain dans le cycle du vivant. Donc nous on cherche à travers des actions de plaidoyer et de recherche à la fois scientifique et sociale, de trouver des solutions qui nous permettent d'être téramifiés à la mort. Donc j'expliquerai par la suite ce verbe-là. Oui. Ou entre guillemets, compostés à la mort. D'accord. Et ça fait combien de temps que cette association existe? Alors l'association existe depuis 2021. Moi je l'ai rejoint mi-2022, en été 2022. Et on avance lentement mais sûrement. Disons que il s'agit vraiment de changements législatifs, donc c'est un travail long, mais on a le soutien de beaucoup de personnes à qui ça parle, cette question-là, et aussi une curiosité de la part de certaines collectivités qui voient que c'est peut-être quelque chose auquel on devrait réfléchir, et les limites aussi de nos pratiques actuelles. Oui, donc l'objectif, ce serait avec l'association qui est toute récente, du coup, parce que c'est des choses dont on parle très peu finalement, la façon dont on va entourer un peu la mort, la manière ouais, aujourd'hui, on n'a que finalement comme choix en France, en tout cas, l'enterrement ou l'incinération, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. On a l'inhumation en cercueil à 1,50 m de profondeur. Généralement, ça dépend des cimetières et des décisions soit des défunts ou des proches, dans un caveau ou en pleine terre. Alors c'est quand même plus rare en pleine terre qu'en caveau. Et la crémation qui se fait aussi en cercueil. Alors récemment, il y a eu l'autorisation du cercueil en carton, qui est une petite avancée à ce niveau-là. Mais voilà, on a vraiment l'obligation du cercueil
et certaines législations très prescriptives dans ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire en France en termes de funérailles. Et oui. Oui, oui, c'est vrai. Du coup, sur le site du mot sapiens, il parle de 3 types différents. Donc, voilà, tu vas pouvoir nous préciser un peu les différences parce que je ne les connais pas, justement. Moi, j'avais entendu parler d'humusation, mais sur votre site, vous parlez alors de 3 notions différentes. Ça se rapproche peut-être, hein. Du coup, tu vas éclaircir tous ces mots qui naissent, en fait, qui sont nouveaux. Donc, mort écologique, déjà, mort régénérative et terramation. Alors, la mort écologique, donc on utilise moins souvent ce terme-là que le terme mort régénérative, dans le sens où nous, on cherche vraiment à avoir un impact en mourant qui soit non seulement pas une extraction, mais qui soit vraiment un ajout à l'écosystème. Donc quand on peut restituer son corps en tant qu'humus, parce que c'est vraiment en fait l'objectif de tous ces modes-là, c'est de restituer le corps à de l'humus fertile. Et donc l'humus, c'est pas juste entre guillemets de la terre, c'est vraiment la portion fertile de la terre qu'on retrouve par exemple dans les forêts au niveau de la litière de la forêt, ce qui est les 20-30 cm supérieurs. Enfin, ça dépend des endroits. Mais terramation, c'est un terme qu'on a choisi d'utiliser en fait pour englober toutes ces différentes méthodes, parce qu'il y a différentes pratiques de, de compostage, d'humification en fait. Le terme scientifique pour la transformation de la matière en humus, c'est l'humification. Humusation, c'est un terme qui a été développé par une coopérative belge qui s'appelle Métamorphose, qui travaille sur le sujet depuis une petite décennie. Eux ont développé un procédé très spécifique de compostage à même la terre dans des sortes de buttes. Donc pour ceux qui connaissent la notion un petit peu de butte de permaculture, c'est dans cette logique-là. C'est des sortes de petites buttes, des buttes avec des corps dedans et qui sont ensuite retournées, qui viennent produire de l'humus au bout de 10 à 12 mois, si mes souvenirs sont bons. Alors c'est hyper rapide, c'est un petit peu moins rapide que la méthode entre guillemets dite américaine, parce qu'il y a aux États-Unis 6 États, si je me trompe pas à ce jour. Je vais pas tous les lister, mais disons que les États entre guillemets progressifs, donc le Washington, la Californie, New York, qui ont légalisé un processus qui s'appelle en anglais Natural Organic Reduction, donc la réduction organique naturelle, qui elle est un petit peu ce que nous on appelle le processus entre guillemets hors sol. Donc c'est des sortes de capsules qui sont en métal en général, enfin, même presque toujours en métal, et qui n'ont pas d'ajout, hein. On parle d'un processus hors sol, mais disons qu'il n'y a pas de suppléments chimiques, etc. C'est vraiment, on leur donne juste les conditions idéales pour transformer le corps en humus. Et ça prend en moyenne 6 semaines. C'est hyper rapide. Mais du coup, dans une capsule, ils mettent le corps et ils mettent des feuilles et tout ça, pareil que comme sur une petite butte. Exactement, c'est une sorte de butte hermétique. Ils mettent du copeau de bois. En général, ils mettent aussi de l'alfalfa, qui est un engrais vert, donc enfin, ça fait le bon rapport carbone-azote. Et en fait, c'est dans certains de ces opérateurs, par exemple, il y a un opérateur qui s'appelle Recompose, qui est l'opérateur on appelle ça NOR, donc NOR, c'est NOR, l'opérateur de NOR qui se trouve à Seattle,
qui est dirigé par la personne qui a vraiment été au devant du changement législatif dans pas mal de ces États-là, qui s'appelle Katrina Spade. Eux font une petite rotation de ces capsules de façon un petit peu comme on viendrait touiller un compost. Et voilà, ça prend 6 semaines. Au bout de 6 semaines, il reste vraiment que de la matière minérale, donc des fragments d'ossements, et on utilise exactement le même processus qu'après la crémation. Parce que très souvent, les gens pensent que la crémation réduit les os en poudre, ce qui n'est pas le cas. En fait, il y a une machine qui vient les broyer et les réduire en fragments. Ce qui est assez intéressant parce que pour l'humus, en fait, ça vient enrichir l'humus à nouveau. Donc on revient à cette notion de mort régénérative, c'est quand on a ces petits fragments de calcium, parce que l'os, quand c'est juste fragmenté, c'est du calcaire. Ça vient en fait amener encore plus de matière minérale, ce qui permet pour eux dans ces processus-là soit de restituer cet humus à la famille, soit de l'intégrer dans des écosystèmes. Donc je sais qu'ils ont des partenariats avec différentes zones de conservation écologique où l'humus est répandu sur des endroits qui ont par exemple besoin d'être réforestés ou qui ont subi des perte de sol arable. Donc il y a des zones où il y a certaines espèces menacées qui ont besoin d'une couverture forestière et on vient rajouter cet humus-là pour aider la forêt. Donc dans cette notion-là, nous très souvent ce qu'on dit au sein de l'association, c'est qu'on voudrait transformer nos corps en humus, nos tombes en arbres et nos cimetières en forêt. Oui, c'est joli comme image. Dans cette logique-là, la forêt entière, quelque part, devient mémorial pour les personnes qui ont fait don de leur humus, étant donné qu'il n'y a pas un arbre marqueur spécifique. Oui, on pourrait imaginer en fait où c'est déjà en place, où ça se met en place en France en tout cas. Ça sera bien quand ce sera autorisé, mais qu'on puisse faire don d'humus comme on ferait un don d'organes. Exactement. Ouais, c'est cette logique-là. C'est vraiment de voir la mort comme non pas une fin totale, mais une possibilité de retour au vivant. Donc bien sûr, ça n'enlève pas à la perte d'un être cher, mais il y a aussi une sorte de réconfort à se dire que cette personne continue à nourrir la vie. C'est un changement d'état en fait. Exactement. C'est une très belle image. C'est vrai que en France, j'ai l'impression que c'est encore un peu bloqué au niveau des, des lois, au niveau même des mentalités. Alors, des lois, oui. Des mentalités, si notre sondage, disons que nous, ça a été assez parlant et assez encourageant dans notre travail, dans la mesure où, au début, on s'est demandé, est-ce qu'on est un peu des énergumènes à ce niveau-là? Et en fait, c'est très souvent, les gens nous disent qu'ils aimeraient être enterrés sous un arbre. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement funéraire, c'est pas possible. Parce que déjà, on fonctionne sur des concessions qui ne sont pas à très longue durée. Donc il existe très peu de concessions perpétuelles. Après, on rentre vraiment dans de la législation funéraire vraiment pure et dure, mais en fait, si une concession est délaissée après le terme de sa location, on vient la récupérer, enfin la vider et revendre la concession par la suite, ce qui est très difficile à faire si tu as un arbre qui a maturé sur place. Donc ça demande vraiment une réflexion sur ces espaces funéraires, sur
sur les pratiques. Aujourd'hui, on est à peu près à une moyenne de 40%. Alors, ça dépend des chiffres. Moi, en formation, quand je me suis formée à être conseillère funéraire, on nous avait donné le chiffre de 40% des défunts qui reçoivent des soins de conservation. Donc la difficulté avec un soin de conservation, c'est que c'est vraiment un petit peu antinomal à l'idée de retour au vivant, parce que c'est une conservation du corps qui se fait à travers l'extraction de tout le sang et de tous les fluides corporels qu'on vient remplacer avec du formol, de la glycérine et du méthanol. Alors la difficulté avec ça, c'est que euh, le corps, comme presque tous les êtres vivants, c'est un mécanisme qui prévoit sa propre sénescence et qui prévoit sa restitution dans la matière vivante. Donc quand on vient enlever tous ces fluides internes, on enlève aussi au corps la manière qu'il a normalement de retourner au vivant et d'être réassimilé par les végétaux qui ensuite nourriront d'autres animaux, d'autres... Enfin, il y a quelque chose vraiment de très beau dans ce cycle-là, dans le sens où il y a pas normalement il n'y a pas vraiment de fin à la matière vivante. Et au 19e siècle, et un petit peu avant, dans, dans les élites par exemple aristocratiques ou religieuses, on a commencé à vouloir préserver le corps un petit peu ad vitam aeternam, enfin même au-delà donc. Euh, et, et, et c'est quelque chose qui coupe ce cycle du vivant. C'est vrai que c'est une belle association pour ça parce que ouais, ça vient poser plein de questions au niveau de même l'image qu'on a de la mort et de la continuité en fait dans un autre état. Et je vais juste revenir sur les chiffres parce que justement je les ai notés et c'est vrai que moi aussi ça m'a paru énorme. Donc pour redire, alors tu me dis si je me trompe, c'est un sondage qui a été fait, tu me disais sur 2000 et quelques personnes avec un site de sondage complètement aléatoire, donc que vous n'avez pas choisi. Donc c'est vraiment représentatif d'une portion aléatoire de la population. Et il y aurait 73% pour une mort écologique, 59% de personnes pour une mort régénérative et 46% pour la terramation. Ouais, c'est assez surprenant. Dans quelque chose d'assez novateur quand même. Et un autre chiffre aussi qui apparaît dans le sondage qui est assez intéressant, c'est la question aussi de est-ce qu'on serait prêt à faire ça pour ses proches? Parce que parfois les gens sont prêts à accepter des innovations pour eux-mêmes, mais par contre disent par contre non je pourrais, enfin pour mes proches je pourrais pas. Et là en fait même pour les proches les gens sont assez réceptifs et, et c'est assez encourageant. Après, je pense que ça vient toucher à la volonté aussi personnelle, peut-être de dire, ben, moi personnellement, je voudrais un système comme ça, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être proches qui n'en voudraient pas. Mm. Donc après, ça touche au choix personnel aussi, peut-être de la personne, Complètement. des dernières volontés. Complètement, et Voilà. ça revient aussi à l'importance de discuter, de parler de ses volontés funéraires, de briser un petit peu ce tabou-là. Et je pense que justement en réintégrant euh, l'humain dans ce cycle-là du vivant, on est un petit peu obligé de faire face à la mortalité, de se dire bon ben en fait à un moment on meurt, qu'est-ce qu'on veut quand on meurt, qu'est-ce qu'on désire, parce que comme tu dis effectivement il y a des personnes pour qui c'est la crémation, il n'y a pas d'autre moyen, et d'autres personnes par exemple qui ont des proches en caveau qui veulent rejoindre leurs proches, et ça c'est bien sûr complètement compréhensible. Donc nous, au sein de l'association, on ne cherche pas du tout à décourager les gens des modes existants. On voudrait avoir plus de liberté et plus de choix.
Donc c'est vraiment que, entre guillemets, nous on voit ça que comme du positif, parce que ça permet à ceux qui le veulent d'avoir cette option-là, et ceux qui ne veulent pas et qui sont contents avec les modes existants, de choisir ces modes-là. Oui, finalement, c'est vraiment une question de liberté. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Franchement, c'est une super découverte. En tout cas, pour moi, ça me donne plein d'espoir parce que avant de, avant de te rencontrer, je savais pas du tout que cette association existait. Et c'est vrai que ça donne espoir pour que ça avance un petit peu, que les choses bougent et que d'ici là, on puisse avoir plus de choix, effectivement, plus de liberté et plus enfin, d'apaisement aussi à se dire, bah, ouais, jusqu'au bout, je vais faire partie d'un cycle comme j'ai envie d'en faire partie. Complètement. Bah, moi aussi, ça a été vraiment un soulagement quand j'ai découvert Homo sapiens et que je les ai rejoints. Parce que c'est un questionnement que je me posais depuis un certain temps. Euh, et oui, moi je pense que c'est vraiment vecteur d'espoir, cette idée de ramener de la vie dans les pratiques funéraires, de ramener de l'espoir aussi, comme tu dis, dans les pratiques funéraires, et de voir ça comme, enfin, comme une transformation de notre état, et comme aussi une occasion d'une proximité plus grande aussi avec le vivant. J'hésite à utiliser le mot nature parce que ça insinue une division entre l'humain et la nature qui en réalité n'est qu'une construction. Mais moi je sais que je retire beaucoup d'apaisement en me baladant en forêt, et je sais que quand je perdrai des personnes très proches de moi, j'aimerais pouvoir ressentir cet apaisement-là de la présence d'arbres dans leur lieu de mémoire. C'est quelque chose qui, moi, m'est important. Personnellement, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais un cimetière complètement minéral, comme on en a beaucoup en France, euh, ça me, ça me, ça me pèse, ça me donne pas l'impression que, que l'humain a, a suivi quelque part son cours, et c'est marrant parce que très souvent les gens disent, oh, mais il doit y avoir comment dire, un refus de la part de certaines populations, en pensant par exemple aux personnes religieuses ou tout ça, alors que très souvent, moi quand j'ai eu des personnes par exemple de foi chrétienne qui sont passées sur le stand, on tient souvent des stands dans des festivals, dans des événements, alors vraiment sans lien avec le funéraire. Cet été on était dans un grand festival de musique en Touraine, et ça attise vraiment la curiosité des gens. On n'a pas arrêté de tout le festival, on tenait un stand, on n'a à peine eu le temps de manger. Ça attise beaucoup la curiosité des gens, et des personnes qui ont une foi chrétienne, par exemple, qui disaient, bah oui, bien sûr, de poussière, on redeviendra poussière. Donc, en fait, il y a une logique, même dans les religions monothéistes, qui vraiment voit ce retour à... Alors, pour eux, c'est à Dieu, mais bon, chacun voit ça un petit peu comme ils le ressentent. En fait, c'est pour revenir en fait à la question de décision personnelle, c'est aussi une vision personnelle de ce à quoi on retourne. Euh, c'est quelque chose en fait qui parle à beaucoup de fois. Euh, les personnes musulmanes, par exemple, en général, dans les pays où c'est autorisé, se font inhumer à même la terre dans un linceul. Il y a en fait, il y a beaucoup de fois dans lesquelles l'idée de laisser le moins de traces possible est assez prévalent. Et c'est vraiment au 19e siècle, on a euh, alors je pèse mes mots, hein, une industrie funéraire qui s'est formée à ce moment-là, et qui a vraiment prôné des monuments extraordinaires, des pratiques de préservation des corps, bah, du coup, comme le soin de conservation dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est une invention, alors, en grande partie française, un des
entre guillemets, père fondateur du soin de conservation, de la thanatopraxie, était français, il s'appelait Jean-Nicolas Ganal. Et c'est des pratiques qui se sont vraiment ancrées à ce moment-là, parce que c'est pas forcément inhérent non plus à l'histoire française. Il y a des rois français qui se sont fait inhumer euh, sous les marches de cathédrales, parce que par humilité, par envie justement de faire preuve d'humilité en mourant. Il y a des... en fait, il y a toutes sortes de choses qui se sont faites partout dans le funéraire, dans l'histoire, dans les pays. En fait, on est vraiment très restreint dans les choix qu'on a aujourd'hui, et ça reflète pas du tout l'énorme multitude de choses qui existent dans les cultures humaines. Lucie, qu'est-ce qui fait que t'en es venue à te poser toutes ces questions, à t'intéresser à ce sujet? Le sujet du funéraire, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis assez petite, parce que j'ai pas mal passé de temps dans les cimetières, ce qui peut être un peu drôle dit comme ça. Dans ma ville de naissance, du coup j'ai grandi à New York, il y a un grand cimetière qui s'appelle Greenwood Cemetery, dans lequel on allait souvent quand j'étais enfant, parce que c'est aussi un très grand parc magnifique. Et mon père est sculpteur, du coup j'ai toujours été amenée à regarder les pierres tombales, tout ça, et c'est quelque chose qui a toujours été pas mal dans ma ligne de mire. Un des premiers métiers de mon père, c'était de justement tailler les pierres tombales. La question de comment est-ce qu'on s'empare de la sépulture, comment est-ce qu'on s'empare des rites funéraires, ça m'a toujours intéressée. Dans le cadre de mes études, j'ai fait études comparatives des religions en mineur et une majeure en études du développement. Je me suis pas mal intéressée à comment différentes cultures approchaient la question de la mort, approchaient la question de la sépulture, parce que vraiment dans les cultures humaines, on a pu disposer des corps de nos proches de façon très 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 variée. Ça va de la momification aux enterrements célestes où les corps sont mangés par des animaux après avoir été découpés de façon cérémoniale. Il y a vraiment énormément de choses qui se font un peu partout dans le monde, et dans notre propre histoire, on a pu faire les choses très très différemment. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce qu'on en est venu aujourd'hui au paysage funéraire qui est dominant et qui est aussi ancré dans les législations, donc qui dicte quelles possibilités on a. Donc voilà, si les gens se retrouvent dans l'offre actuelle, c'est super, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui, comme moi, voudraient avoir des alternatives, et pour que ces alternatives puissent voir le jour, il y a un travail à faire sur l'infrastructure des cimetières. Donc est-ce qu'on a des cimetières minéraux comme on a aujourd'hui, ou est-ce qu'on a des cimetières forêts? Ça, c'est des questions vraiment qui sont, je pense, intéressantes à se poser. J'ai, après ma licence, suivi un BPREA, donc un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole en production de plantes aromatiques et médicinales, ce qui a vraiment ancré, moi, mon intérêt pour l'humus, pour la gestion des sols, pour les plantations, pour vraiment aussi juste une meilleure compréhension de la biodiversité, ce qui m'a menée professionnellement à travailler aussi en tant que monitrice d'horticulture dans un ESAT. Et là, on est plus dans la question de production végétale, tout ça, et ce qui a amené aussi des questionnements sur comment est-ce qu'on honore les morts avec le végétal, parce que nous, tous les automnes, on voit ce phénomène avec les chrysanthèmes, par exemple. On a des végétaux déjà aujourd'hui avec lesquels on honore les morts, mais c'est des végétaux qui ne sont pas pérennes. Voilà, donc c'est toutes sortes de questionnements en fait qui m'ont amené à ça personnellement. Et je pense que on vient chacun à sa façon à la question de la mort. Moi, j'ai perdu ma grand-mère en 2016,
quand je faisais mes études justement au Royaume-Uni. C'était ma grand-mère anglaise, donc mon père est anglais et elle est morte au Royaume-Uni. Et à ce moment-là, je me suis beaucoup intéressée à ce qui existait comme possibilité funéraire là-bas. J'étais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir moi-même contribuer à ces obsèques, dans la mesure où je n'étais pas la personne... alors, PAQPF, donc personne ayant qualité de pouvoir funéraire pour ces obsèques-là. Donc j'ai pas pu vraiment décider ni du lieu, ni du cercueil. C'est aussi une question que je trouve très intéressante, dans la mesure où j'aime beaucoup la tradition des cercueils en osier, parce que l'homologation des cercueils en osier n'est pas possible en France. Voilà, il y a toutes sortes de questions en fait qui m'ont amenée à me demander pourquoi est-ce qu'on fait les choses dans l'industrie funéraire aujourd'hui comme on les fait, et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire autrement en changeant la législation, en changeant les mœurs, en ayant ces conversations là aussi. Mais merci d'ailleurs Adèle de, de faire ce podcast sur cette question-là. Je sais que c'est quelque chose qui toi aussi est beaucoup dans le fil de ton travail, comme tu m'en as parlé. C'est des conversations, je pense, qui sont intéressantes à avoir. Un élément déclencheur dans ma réflexion sur le funéraire, ça a été le visionnage d'une conférence en ligne par une designer coréenne qui s'appelle Jae-Rim Lee, et qui avait créé un costume funéraire dans lequel on enterrait le corps de façon à utiliser les capacités de bioremédiation des champignons pour annuler en fait les toxines présentes dans le corps humain, qui sont liées à nos modes de consommation, à nos modes de vie, etc. J'avais trouvé ça hyper intéressant, et c'est vrai que ça m'avait fait me poser la question de l'impact vraiment écologique et matériel du funéraire tel que ça existe aujourd'hui. Donc ça a beaucoup aussi contribué à moi me faire poser la question de où est-ce que je voudrais moi-même reposer quand je meurs, et où est-ce que je voudrais pouvoir rendre visite à mes proches quand ils seront décédés. Et c'est vrai que j'ai pas un rapport particulièrement apaisé aux cimetières extrêmement minéraux comme il en existe dans beaucoup d'endroits. Et je sais que pour moi la forêt c'est quelque chose qui serait bien plus apaisant dans ma façon de vivre mon deuil, parce que il y a toutes sortes de choses. Ça quelque part on constate que la vie reprend de façon très directe en étant dans la forêt. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve assez apaisant. Et donc, quand j'ai eu vraiment à me poser la question de où est-ce que je veux moi-même être quand je serai morte, et où est-ce que je veux aller voir mes proches quand ils le seront, il y a assez peu d'hésitation dans mon esprit. C'est vraiment la forêt. Merci Lucie pour toute cette interview ultra intéressante, nourrissante. Merci à toi. Et porteuse d'espoir aussi, pour moi en tout cas, et pour plein d'autres, j'en suis convaincue. Comment on peut contribuer à votre association au niveau peut-être des moyens humains et des moyens financiers? Si vous avez des capacités de juriste, ou si vous voulez nous aider à constituer aussi ce projet de recherche, n'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment en multipliant
compétences des uns et des autres qu'on peut vraiment mener à un changement qui est, je pense, un changement profond sociétal. Pour ce qui est aussi du contact avec l'association, si jamais ça vous intéresse de rentrer en contact avec nous, soit pour être ambassadeurs même territoriaux, ça c'est toujours quelque chose qui est intéressant et nécessaire, d'avoir des gens sur place pour parler tout simplement dans des festivals, si vous avez un festival ou même un marché où vous voulez tenir un stand et parler de cette question-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On est en train de constituer un kit de communication pour former aussi les gens à être à l'aise dans la prise de parole sur ces sujets-là. C'est ce qui est chouette donc dans l'asso, on a vraiment un comité de recherche en sciences naturelles et en sciences sociales. Donc si vous êtes vous-même soit chercheur ou que vous voulez contribuer à ces aspects-là, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des capacités, en fait ce qui est chouette aussi dans une association et dans une association aussi comme Homo Sapiens, c'est qu'il y a plein de choses à inventer. Si vous êtes designer, si vous êtes dans la com, dans l'informatique, il y a toutes sortes de compétences qui sont nécessaires et même fondamentales dans la gestion d'une association. Donc si vous voulez apporter du temps, ça c'est avec grand plaisir. Après il y a toujours, voilà, si le sujet vous parle mais vous n'avez pas forcément de temps à y attribuer, adhérer, c'est toujours important parce que ça montre que c'est quelque chose qui est voulu, que les gens veulent ça, qu'on est nombreux à avoir cette demande-là. Ou les dons, si vous voulez faire des dons aussi, ça c'est super, parce que ça permet à l'association de fonctionner dans la mesure où on est pour l'immense majorité dans du travail complètement bénévole. Voilà, ça permet aussi de rendre possible des actions, des démarches auprès des législateurs. Alors on a un site sur lequel c'est possible d'adhérer ou de faire les dons directement. Vous pouvez aussi, d'ailleurs c'est ce qui est le plus pratique parce que c'est directement inscrit. Sinon vous pouvez envoyer par chèque à l'adresse de l'association qui est également sur le site. Je vais donner le lien. Plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Merci encore Lucie pour tous ces détails. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Vous avez bien sûr, comme toujours, tous les liens en description. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.